Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Existe-t-il une chambre secrète au sein de la Grande Pyramide? Êtes-vous prêt pour la plus grande découverte archéologique de tous les temps, c'est-à-dire la découverte d'une chambre inviolée à l'intérieur de la Grande Pyramide? Tombeau ou pas, songez un instant à ce que la présence d'une telle chambre pourrait nous apporter au niveau des connaissances sur ceux qui ont bâti cette pyramide. Rien que la présence d'un simple morceau de bois permettrait de la dater au carbone 14. Le but de cette vidéo est de vous démontrer que cette chambre existe bel et bien et de vous en donner la localisation précise. Ensuite, l'avenir n'est pas écrit, mais c'est du ressort des égyptologues de pénétrer dans cette chambre et d'en révéler ses secrets à l'humanité tout entière. J'espère seulement vivre assez longtemps pour voir ça. On va commencer par une petite révision pour ceux qui connaissent mal l'architecture interne de cette pyramide. La plupart des égyptologues sont tombés d'accord sur le fait que les 3 chambres différentes, visibles sur cette coupe, représentaient les 3 phases successives de la construction d'un seul et même tombeau. En raisonnant dans le sens chronologique de la construction, ils en ont déduit que la chambre souterraine, creusée directement dans le plateau de Gizeh et restée inachevée, avait probablement eu pour but d'accueillir la momie du pharaon en cas de décès prématuré de celui-ci. Idem pour la chambre de la reine, réalisée en calcaire et qui aurait très bien pu servir de tombeau définitif. L'arrêt de ces conduits avant la façade, et surtout la présence d'une autre chambre au-dessus d'elle, laissent à penser que ce projet central a été abandonné au profit de la chambre du roi, plus spacieuse et entièrement réalisée en granit. Cette dernière était censée être le tombeau final du pharaon Khéops et comportait comme innovation majeure un plafond plat réalisé avec de grosses poutres en granit. Les égyptologues n'ont aucun doute à ce sujet, puisque c'est dans cette chambre qu'un demi-sarcophage abîmé a été retrouvé, et que c'était aussi la seule chambre dont l'accès était verrouillé au niveau de son antichambre par 3 énormes plaques de granit de 2,5 tonnes chacune. C'est donc un tombeau pillé pour la vérité officielle, mais un tombeau étrange pour certains chercheurs amateurs, car il comporte des conduits donnant sur l'extérieur et qui pouvaient mettre en danger la conservation de la momie et du mobilier funéraire. De plus, il ne comporte aucun hiéroglyphe relatant la vie du pharaon, et les finitions du joint de son plafond laissent à désirer. La chambre semble avoir été abandonnée après la découverte de fissures à proximité des appuis sud des poutres. Si tel est le cas, où ont-ils mis la momie du pharaon? Existe-t-il une autre chambre en dehors des 3 principales? Compte tenu du volume de la pyramide, qui est de 2 592 341 m3, c'est bien évidemment possible. Mais il fallait impérativement que cette chambre soit prévue lors de la construction et accessible à partir de l'architecture interne connue, ou bien alors d'un couloir inconnu débouchant quelque part en façade nord, si possible pour respecter la tradition. Avant de vous expliquer où se trouve cette chambre, passons d'abord en revue les hypothèses de 4 autres chercheurs amateurs, beaucoup plus médiatisés que moi. Dans son livre La chambre de Khéops, publié aux éditions Fayard, Gilles Dormion s'appuie sur le mauvais état du dallage de la chambre de la reine et sur la présence de trous dans ce qu'il appelle le boyau de service de la niche pour imaginer qu'une chambre secrète existe à l'ouest de la chambre de la reine, juste sous son niveau. Il s'appuie aussi sur un sondage géoradar du dallage de cette chambre et sur les relevés de microgravimétrie d'EDF qui montrent une zone de sous-densité à l'ouest de la chambre de la reine. Cette hypothèse se heurte pourtant à 4 remarques qui la tuent complètement. La première, c'est que le couloir d'accès à cette chambre est inconnu actuellement et vient de l'est au lieu de venir du nord. Cela ne respecte pas la logique visible jusqu'ici dans cette pyramide, et malgré l'épaisseur de la façade manquante côté est, on ne remarque pas d'entrée possible. La deuxième, c'est que la manœuvre des herses par des cordages passant dans les trous du boyau de service est plutôt capillotractée. La troisième, c'est que l'accès à cette chambre est bas de plafond sur une grande longueur et rétréci par les poteaux de soutien des herses. Cela impose de mettre le sarcophage dans cette chambre pendant la construction pour n'avoir que la momie à acheminer par la suite. Et la quatrième, c'est que comme cette chambre aurait forcément été conçue avant la chambre du roi, on peut se demander à quoi servait la chambre du roi ainsi que la grande galerie, et pourquoi un autre sarcophage dans la chambre du roi. Sans s'en rendre compte, Gilles Dormion a beaucoup trop calqué son hypothèse sur celle de la chambre du roi avec son plafond plat, et cela lui a valu les foudres de Zahi Hawass. Venons-en maintenant à l'hypothèse que Jacques Bardot et Francine Darmon
évoquent dans leur livre Grande pyramide de Khéops, nouvelle découverte, publié aux éditions du Rocher. Eux situent la véritable chambre funéraire en contre-haut et au sud-ouest de la chambre de la reine. Leur hypothèse est étayée par la microgravimétrie et par une analyse des murs de la chambre de la reine qui révèle que les murs sud et ouest de cette chambre ont reçu un plaquage de 8 cm. On ne voit donc pas les vraies pierres de ces murs. Là aussi, on peut facilement émettre quelques critiques sur la position de cette chambre. Tout d'abord, son accès est loin d'être pratique, puisqu'il faut monter sur une échelle, puis tirer la momie avec une corde. Ensuite, la fouille assez profonde réalisée le long du mur nord de la chambre du roi n'est pas tombée sur des chevrons. D'autre part, la position de cette chambre est structurellement risquée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il tente d'expliquer l'apparition de fissures au plafond de la chambre du roi. Un point dur lié au chevron sous le mur nord et qui aurait favorisé un tassement au sud. Et pour finir, comme pour l'hypothèse de Gilles Dormion, cela n'explique en rien la raison pour laquelle ils ont construit une autre chambre funéraire au bout de la grande galerie. Les constructeurs ne pouvaient pas prévoir que les poutres de la chambre du roi allaient se fissurer. Rajouter une chambre supplémentaire ne permet plus d'expliquer le rôle de la chambre du roi. Dernière hypothèse en date, celle de Jean-Pierre Houdin, sponsorisée par Dassault Systèmes. Houdin ne remet pas en cause la destination tombeau de la chambre du roi, mais lui rajoute 2 antichambres inconnues à ce jour, plus une idée de circuit noble pour éviter aux prêtres de courber l'échine. Selon lui, la rehausse des chevrons de la chambre du roi aurait été destinée à éviter que la poussée latérale qui en résulte au nord n'endommage pas la grande galerie et les 2 antichambres supposées. En tant que professionnel du bâtiment, j'aurais plutôt choisi d'allonger légèrement la distance entre la chambre du roi et les autres locaux pour éviter d'avoir à rehausser les chevrons. J'aurais ainsi évité de faire parcourir 950 km à 34 poutres de presque 60 tonnes chacune, mais on ne doit pas avoir le même esprit technique. D'autre part, il faut savoir qu'une simple rehausse n'avait pas besoin d'autant de poutres, et encore moins de poutres volontairement surdimensionnées. On y reviendra plus tard quand j'exposerai le rôle exact de ces 5 plafonds. En ce qui concerne l'idée du circuit noble, au départ, Jean-Pierre Houdin a trouvé une photographie où il y avait un bloc dans la chambre du roi dont il n'arrivait pas à expliquer la provenance. Il en a donc déduit que ce bloc était positionné à l'endroit indiqué B comme bloc sur cette coupe et que les prêtres avaient dû emprunter un autre chemin pour entrer et sortir de la chambre du roi. L'idée étant que les prêtres empruntent un autre parcours que celui des ouvriers. Question de standing. Manque de chance pour lui, la pierre en question a retrouvé sa place comme élément du dallage originel qui couvre la fouille réalisée par les pilleurs à cet endroit. Comme je lui avais parlé de la pierre en rouge ici, munie d'un linteau en partie basse du mur nord, pierre qui, selon ma théorie, est censée s'enfoncer quand on remplit la chambre par ses conduits avec de l'eau, il n'a rien trouvé de mieux que de copier l'architecture interne de la pyramide rouge et de la coller juste derrière cette pierre. Le résultat parle de lui-même. Au lieu de courber l'échine au niveau de la descendrie, du couloir ascendant et de la liaison entre la grande galerie et la chambre du roi, les prêtres vont maintenant courber l'échine sur la presque totalité du parcours et devront de plus monter sur une échelle pour accéder à la chambre du roi. Tout ceci est d'autant plus incompréhensible de la part de Jean-Pierre Houdin, qui aurait pu facilement se servir de la rampe interne comme moyen d'accéder facilement à un couloir horizontal reliant la rampe interne à la chambre du roi. Le seul mérite d'Houdin sur ce coup-là, c'est d'avoir démontré que la grande pyramide a un tel volume qu'on pourrait virtuellement y caser tout ce qu'on veut. Même le Mont Saint-Michel y rentre. J'invite d'ailleurs les journalistes qui couvrent les recherches de certains chercheurs sur la grande pyramide à faire preuve d'un peu plus de sens critique vis-à-vis des théories exposées. Certaines ne tiennent visiblement pas la route, même si on essaye de nous faire croire que tout est OK, scientifiquement parlant. Cela peut peut-être duper le grand public friand de pyramidologie, mais ça agace considérablement les égyptologues, les vrais chercheurs et les érudits. Revenons-en maintenant au vif du sujet. Je vous disais au début de cette vidéo que si salle secrète il y a dans cette pyramide, il fallait impérativement que cette dernière ait été prévue lors de la construction, et bien évidemment qu'elle soit accessible soit à partir de l'architecture interne connue, soit d'un couloir encore inconnu, débouchant en façade nord si possible. Nous pouvons d'ores et déjà éliminer d'office l'accès par les couloirs creusés, car un éventuel couloir d'accès aurait été impossible à camoufler. Restent les couloirs construits. La majorité des chercheurs pensent que la circulation dans ces couloirs était possible, du moins tant que les 3 bouchons de granit retrouvés en bas du couloir ascendant n'avaient pas été lâchés de la grande galerie pour venir condamner le passage principal vers les 2 chambres supérieures.
Le problème, c'est qu'un examen attentif du couloir ascendant démontre que les 3 bouchons de granit retrouvés en bas de ce couloir n'ont pas pu venir de la grande galerie. Il faut savoir que le tiers inférieur du couloir ascendant a été creusé dans des blocs déjà mis en place et que la partie appareillée comporte 3 blocs creusés. Tout est fait pour que les bouchons frottent et se bloquent lors de la descente. Même l'avant du premier bouchon n'a pas été arrondi pour faciliter le glissement. Si, lors de sa descente, un des bouchons frotte légèrement contre une paroi creusée et se bloque, il sera impossible à débloquer. Et que penser des joints parfaits entre le dernier bouchon et les parois creusées? On dirait plutôt que les blocs de calcaire ont été moulés autour du bouchon de granit. Et comme, d'après les relevés de Gilles Dormion, le bas du couloir ascendant était légèrement plus étroit que les bouchons, ceux-ci n'ont donc pas pu venir par la descendrie. Une conclusion étonnante s'impose. Les 3 blocs bouchons ont été mis à cette place par les constructeurs dès le début de la construction, interdisant de ce fait tout passage futur d'ouvriers, de momies et de mobilier funéraire par ce couloir. On peut donc en déduire non seulement que les 2 chambres supérieures, c'est-à-dire la chambre de la reine et la chambre du roi, n'étaient pas destinées à servir de tombeau, mais de plus qu'il aurait été idiot de construire une salle secrète desservie par des couloirs qui ne permettaient pas de l'approvisionner. Nous pouvons donc abandonner l'idée qu'une salle secrète soit directement accessible à partir des couloirs ou des chambres connues de la Grande Pyramide. Reste la possibilité d'un couloir inconnu, débouchant si possible sur la face nord. Jusqu'ici, la seule entrée connue sur la face nord est celle de la descendrie, située étrangement basse sous 2 énormes chevrons calcaires. Imaginons un instant la possibilité que l'entrée vers la chambre secrète se trouve en fait juste sous les chevrons, et voyons ce qui dans le reste de l'architecture interne connue permettrait d'envisager sérieusement cette hypothèse. Nous aurions donc la configuration de départ suivante, où le couloir horizontal venant de l'entrée vient rejoindre un couloir incliné qui passerait juste au-dessus de la grande galerie. Le plafond de la grande galerie est connu, et c'est là que ça devient intéressant, car au lieu de se terminer en pointe, comme toutes les voûtes en encorbellement, il se termine par un plafond plat qui laisse à penser qu'il existe un vide au-dessus de lui. Le plafond visible ne serait en fait qu'un buton, servant de plancher à un couloir situé juste au-dessus. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un buton, c'est une poutre travaillant en compression et qui est censée maintenir l'écartement entre 2 parois. A noter qu'avec un seul niveau de buton pour les 8,60 m de hauteur de la grande galerie, on est bien loin des 5 rangées de poutres utilisées pour la rehausse des chevrons de la chambre du roi. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée de couloir vers une chambre secrète, c'est que des marches peuvent facilement avoir été taillées en partie supérieure des poutres de couverture de la grande galerie pour faciliter l'accès. Ceci dit, si l'on prolonge encore plus ce couloir en direction du sud, il rentre en collision avec la structure en granit qui coiffe la chambre du roi. Il doit donc la contourner en tournant soit vers l'est, soit vers l'ouest. Intéressons-nous un instant à cette structure composée de 43 poutres en granit, dont certaines dépassent les 60 tonnes. Le granit venait des carrières d'Assouan, situées à 950 km de la pyramide. Il fallait donc une sacrée bonne raison pour ne pas pouvoir faire autrement. Certains chercheurs, comme Jean-Pierre Houdin, pensent que cette rehausse avait pour but unique d'éviter que la poussée des chevrons du côté nord n'endommage la grande galerie, voire une éventuelle antichambre à proximité. Le problème, c'est que cette solution technique n'explique ni le nombre de poutres utilisées, ni la raison de leur surdimensionnement, et de plus oublie volontairement que les constructeurs auraient facilement pu faire autrement en raccourcissant légèrement la grande galerie. En fait, jusqu'ici, personne n'a trouvé quel était le rôle exact de cette structure, car elle est absolument impossible à comprendre si l'on considère que la chambre du roi est un tombeau. Il en va tout autrement si l'on considère que l'inclinaison des conduits qui donnent dans les 2 chambres supérieures avait pour but la recherche d'une certaine hauteur de colonne d'eau pour créer une pression hydraulique à l'intérieur des chambres. Cette solution n'a jamais été envisagée par les égyptologues, car cela remettrait en cause le fait que les chambres soient des tombeaux ou des projets de tombeaux. Noyer la momie et le mobilier funéraire, vous n'y pensez pas. J'ai envie de répondre, quelle momie et quel mobilier funéraire? On n'a rien retrouvé. Mais ce que l'on sait en revanche, comme le montre clairement cette superposition du conduit sud de la chambre de la reine avec le conduit sud de la chambre du roi, c'est qu'au final, malgré des angles de fuite et des longueurs différentes, les 2 conduits partant du même niveau bas arrivent exactement au même niveau haut. Cela veut dire que les conduits de la chambre de la reine
s'arrêtent pile à l'endroit où, si on les remplit complètement avec de l'eau, ils généreraient exactement la même pression hydraulique que ceux de la chambre du roi. Et quelle pression! 3,9 bars, soit 39 tonnes par mètre carré sur le plancher de la chambre et 34 tonnes par mètre carré sur son plafond. Étrange coïncidence qui laisse à penser qu'il pourrait peut-être y avoir une pierre dans la chambre du roi, susceptible d'être repoussée par la pression. Sommes-nous en présence d'une sorte de serrure hydraulique destinée à actionner un quelconque mécanisme permettant d'accéder à une chambre secrète? Voilà qui expliquerait bien des choses, notamment le fait que les constructeurs aient mis 5 plafonds en granit, c'est-à-dire juste le poids qu'il fallait pour empêcher que la pression créée à l'intérieur de la chambre du roi ne soulève le premier plafond. En fait, l'étude de la structure ne laisse aucun doute à ce sujet. On peut facilement remarquer que chaque poutre ne supporte que son propre poids, puisqu'il y a de l'air au-dessus d'elle, que chaque poutre est taillée sur 3 faces, ce qui dénote une volonté d'économie d'énergie, vu que le granit est très difficile à tailler. A noter aussi que les poutres des 2 premiers plafonds sont plus homogènes au niveau de leur hauteur que celles des autres plafonds. Sur cette coupe, on peut aussi remarquer qu'ils ont posé une poutre, que j'ai repérée par la lettre P, en considérant qu'elle résisterait malgré une hauteur nettement inférieure à celle des autres poutres. Le surdimensionnement des autres poutres n'a qu'un seul but, rajouter du poids pour lutter contre le soulèvement du premier plafond. S'ils avaient posé uniquement des poutres de la hauteur de celle en jaune, il leur aurait manqué tout le poids de granit visible au-dessus des traits noirs. La poutre en jaune, et qui a la section minimum utilisée par les constructeurs, fait environ 1 mètre de hauteur, mais les calculs démontrent qu'une poutre de 50 cm aurait parfaitement pu résister. Il faut savoir aussi qu'un seul niveau de poutre intermédiaire, entre le premier plafond et les chevrons, aurait amplement suffi pour faire une rehausse. J'ai matérialisé en noir sur cette coupe l'épaisseur de granit vraiment nécessaire dans le cadre d'une simple rehausse. Tout ce que vous voyez en dehors des 2 barres noires n'a absolument aucune utilité. Seule la lutte contre les effets de la pression hydraulique peut expliquer le nombre et la section des poutres utilisées. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont réalisé une soupape de sécurité en créant un passage reliant la chambre de Davison à la grande galerie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la chambre de Davison, c'est la chambre située juste au-dessus de la chambre du roi. Dans le cas d'un mécanisme hydraulique, cette protection était obligatoire pour permettre la décompression de l'air comprimé en cas de fuite d'un des joints du premier plafond, mais aussi pour protéger une éventuelle chambre secrète située à proximité. En effet, sans cette soupape de sécurité, une fuite aurait eu des conséquences désastreuses sur une chambre située à proximité, car la pression minimum sur les murs est et ouest de la structure avoisinerait les 22 tonnes par mètre carré. En fait, cette rehausse a une autre fonction intéressante, en dehors de lutter contre les effets de la pression hydraulique. C'est celle de dégager un espace suffisant pour créer une chambre de hauteur à peu près égale à celle de la chambre du roi, à l'est ou à l'ouest des chevrons. Cette chambre sera ainsi couverte par une prolongation des chevrons et protégée des effets de la pression hydraulique par la soupape de sécurité. Elle serait de plus pile à la hauteur où elle peut être desservie par le couloir supposé passer au-dessus de la grande galerie et aurait une entrée au nord. Reste à savoir si elle se situe à l'est ou à l'ouest de la structure. Pour cela, il suffit d'aller faire un petit tour dans la chambre de Campbell, située sous les chevrons calcaires, qui décharge les 5 plafonds et la chambre du roi du poids des niveaux supérieurs. Étant donné que cette chambre était inaccessible à l'origine, les constructeurs ont peut-être involontairement laissé une trace exploitable qui permettrait de voir si les chevrons se prolongent d'un côté ou de l'autre. Autant vous dire que les photographies des murs pignons de cette chambre sont très difficiles à trouver sur le web. Mais, suite à l'affaire du cartouche Khufu vandalisé par 2 chercheurs allemands, Colette Dowell a mis en ligne une vidéo où l'on voit très bien les 2 murs pignons. Côté est, rien d'anormal, les chevrons s'arrêtent normalement le long du mur pignon. Par contre, côté ouest, les chevrons continuent par-dessus le mur pignon, ce qui veut dire que ce mur n'est pas porteur et qu'il ne constitue en fait qu'une cloison de séparation entre 2 compartiments. Il suffirait donc d'un petit trou dans le mur ouest pour vérifier si un autre compartiment couvert par des chevrons existe derrière ce mur. S'il existe, et, compte tenu du rôle des 5 plafonds, autant vous dire qu'il aurait vraiment du mal à ne pas exister, nous serions juste au-dessus d'une chambre secrète inviolée. Au final, nous devrions avoir la configuration suivante: un premier couloir d'accès horizontal, dont l'entrée est située au nord, juste sous les chevrons de l'entrée connue. Ce couloir continuerait avec des escaliers dans sa partie inclinée,
puis bifurquerait vers l'ouest en haut de la grande galerie pour rejoindre l'entrée nord de la chambre secrète. Il n'est malheureusement pas possible de connaître avec exactitude l'interaction du mécanisme à pression hydraulique de la chambre du roi avec ce couloir. Peut-être est-il destiné à faire descendre une herse de granit qui bloque l'accès à la chambre secrète. Version Indiana Jones, il pourrait aussi libérer une grosse boule de granit qui viendrait percuter les plaques masquant le couloir secret sous les chevrons de l'entrée. Quant au manque de finition de la chambre souterraine, il pourrait facilement s'expliquer si elle n'est qu'un volume de rétention pour le sable et l'eau du mécanisme. La mission Scan Pyramide vient de mettre en évidence un grand vide situé au même niveau que celui de la chambre secrète. Est-ce une suite de chambres communiquant avec elle? L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, on peut être certain que ce mécanisme n'a pas fonctionné, puisqu'aucune pierre ne s'est enfoncée dans la chambre du roi. La chambre secrète est donc restée inviolée. D'autre part, si les chambres connues sont bien liées à un mécanisme hydraulique, il n'est pas impossible que l'on découvre aussi deux couloirs menant aux extrémités nord et sud des conduits de la chambre de la reine. Couloirs qui, à la vue de la hauteur des conduits, pourraient facilement venir rejoindre le couloir qui dessert la chambre secrète dans sa partie haute. Alors, prêt pour la plus grande découverte archéologique de tous les temps? Si oui, en attendant que les égyptologues fassent leur travail, vous pouvez toujours vous procurer le livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent » et ainsi remercier les auteurs pour cette théorie et pour le temps passé à essayer de faire éclater la vérité. À la vue des éléments exposés dans cette vidéo, nous ne doutons pas qu'un jour, les égyptologues devront réécrire toute l'histoire de cette pyramide, et ce jour approche. Un dernier mot pour conclure, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne cette théorie sur le site www.grande-pyramide.fr ou dans le groupe Facebook « Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide ».